voisins peuvent-ils obtenir réparation s'ils subissent des nuisances répétées par des soirées bruyantes? La réponse est oui, les voisins peuvent obtenir réparation si le juge estime que les nuisances constituent un trouble anormal du voisinage. Cette situation est directement en lien avec la séquence que je vous propose d'étudier aujourd'hui, la séquence 4.2, le droit de propriété des biens corporels et incorporels. Premièrement, nous verrons la distinction entre biens corporels et incorporels. Deuxièmement, nous étudierons les caractères et attributs du droit de propriété. Et enfin, nous verrons les limites. Grand 1, la distinction entre biens corporels et incorporels. C'est une notion que nous avons déjà évoquée. Donc les biens corporels sont des objets tangibles qu'on peut toucher, qui sont perceptibles par les sens. Par exemple, ça peut être des voitures, qui sont des biens corporels meubles, puisqu'on peut les déplacer. Il existe également des biens corporels immeubles, qui ont une certaine fixité par rapport au sol, comme les maisons par exemple. Les biens incorporels, quant à eux, ne peuvent pas être perçus physiquement. Les biens incorporels renvoient notamment à tout ce qui est droit d'auteur et marque. Ils sont notamment encadrés par le droit de la propriété intellectuelle. Donc le droit de propriété intellectuelle, il est divisé en deux grandes branches. Le droit de la propriété industrielle, qui s'occupe principalement de tout ce qui est protection des inventions, des innovations. Ça va être notamment tout ce qui est brevet, marque commerciale. Évidemment, l'enjeu de la protection de la propriété industrielle est grand, puisque les entreprises investissent beaucoup dans l'innovation pour être compétitives, etc. Et si ces brevets, si ces innovations sont utilisées par d'autres, eh bien, elles vont perdre finalement le bénéfice de ce travail de recherche. C'est la même chose pour les imitations de sacs de luxe, par exemple. La marque va perdre en bénéfice et en image de marque. La deuxième grande branche de la propriété intellectuelle, c'est la propriété littéraire et artistique, qui vient notamment protéger les droits d'auteur. Donc les droits d'auteur, c'est ce qui va venir protéger tout ce qui est livres, musique, films, toutes les œuvres de l'esprit. Donc ces droits d'auteur, ils sont subdivisés en deux catégories de droits. Des droits moraux, donc qui vont venir protéger par exemple l'intégrité de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier par exemple l'œuvre sans l'accord de l'auteur, et des droits patrimoniaux qui vont conférer à l'auteur un monopole d'exploitation et donc de percevoir une rémunération. Donc la propriété intellectuelle va être protégée. Elle est protégée notamment par le monopole d'exploitation qui permet aux auteurs et aux titulaires d'un titre de propriété industrielle de posséder l'exclusivité d'utilisation de l'œuvre ou encore de la marque par exemple. Autrement dit, je ne peux pas graver des DVD et les revendre, ou je ne peux pas fabriquer des pulls et broder un écusson Nike. Donc, l'action qui va permettre cette protection judiciaire s'appelle l'action en contrefaçon, qui va être utile notamment dans le cas d'édition d'œuvres au mépris donc des règles relatives aux droits d'auteur, ou pour l'utilisation d'une marque commerciale déposée qui n'aurait pas été autorisée. Cette action en contrefaçon va entraîner des sanctions civiles, des dommages et intérêts, et des sanctions pénales, amende et peine de prison. Par exemple, la contrefaçon d'un ouvrage peut être punie de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre permet à l'auteur de contrôler toute modification de son œuvre. S'agit-il d'une composante morale ou patrimoniale du droit d'auteur? Bien évidemment, il s'agit d'un droit moral. Grand 2, les caractères et attributs du droit de propriété. Donc on va d'abord étudier les caractères du droit de propriété. Le droit de propriété est tout d'abord un droit absolu, c'est-à-dire que le propriétaire peut faire ce qu'il veut du bien. Il peut le vendre, le détruire, tout ce qu'il veut. Le droit de propriété est également un droit exclusif, c'est-à-dire que le propriétaire peut exclure toute autre personne de l'utilisation de son bien. Voilà, c'est ma maison, vous n'avez pas à l'utiliser, c'est mon stylo, vous n'avez pas à l'utiliser. Et c'est également un droit perpétuel, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'utilise pas sa maison qu'on va la perdre. D'ailleurs, elle se transmet généralement aux héritiers lors du décès. Au niveau des attributs du droit de propriété, l'usus, c'est le droit pour le propriétaire d'utiliser son bien
comme il l'entend. C'est le premier attribut. Le second, c'est le fructus, c'est-à-dire que le propriétaire peut récolter les fruits de son bien. Donc s'il est propriétaire d'un arbre fruitier, il va récolter les fruits. S'il est propriétaire d'un immeuble qu'il met en location, il pourra récolter les loyers. Enfin, le dernier attribut, c'est l'abusus. C'est le droit pour le propriétaire de disposer de son bien, donc notamment de le vendre, de le détruire. Grand 3, les limites au droit de propriété. Alors on a vu que le droit de propriété était un droit absolu, on pouvait faire ce qu'on veut, détruire son bien, etc. Mais alors pourquoi des limites? Premièrement, pour protéger l'intérêt général, et deuxièmement, pour protéger les droits d'autrui. Par exemple, quand on est propriétaire d'un immeuble, d'une maison, on veut pouvoir jouir de notre bien, l'utiliser. Mais si notre voisin nous en empêche car il ne nous laisse pas dormir la nuit, ça peut poser problème. C'est notamment la notion de trouble anormal du voisinage qui va permettre de protéger finalement nos chers voisins. Donc c'est une création jurisprudentielle, c'est-à-dire que ce n'est pas prévu dans le Code civil, ce sont les juges qui ont créé ce trouble et qui le sanctionnent. L'objectif, c'est de protéger la tranquillité du voisinage et c'est examiné au cas par cas. Effectivement, on peut comprendre par exemple que à la campagne, il existe des nuisances liées à la présence d'animaux. En ville, on le comprend un petit peu moins et c'est le juge qui va apprécier. Pour retenir le trouble anormal du voisinage, le juge va regarder l'existence d'un rapport de voisinage, pas forcément le voisin direct, mais du moins d'un rapport de voisinage. Il faut que ce trouble soit anormal, donc soit par sa récurrence, soit par son intensité. Il faut également qu'il y ait un préjudice, c'est-à-dire un dommage, et enfin un lien de causalité entre l'effet reproché et le trouble. Merci de votre attention.